Nous recevons comme invité pour le décryptage Dr Ali Abderrahmane Hagar, conseiller à la réconciliation nationale à la présidence de la République. Bonjour. Bonjour, monsieur Doba. Vous avez eu à assister aux travaux du dialogue national inclusif et souverain. Alors, en jetant un regard rétrospectif sur ces travaux, que peut-on retenir du dialogue national inclusif et souverain? Tout d'abord, je voudrais remercier la télé Tchad qui a fait un immense travail et vous-même qui avez décrypté avec beaucoup de talent tout ce qui s'est passé. Le dialogue national inclusif et souverain est une initiative du président de la transition, maintenant c'est convenu de l'appeler ainsi. Et on n'y croyait pas beaucoup au départ parce que beaucoup de gens s'imaginaient le pessimisme tchadien aidant que ça n'allait pas avoir lieu, que si ça va avoir lieu, tout le monde ne va pas participer, etc. etc. Aujourd'hui, nous avons la preuve que les Tchadiens ont une intelligence telle qu'ils peuvent se retrouver dans une salle, échanger en toute liberté et parvenir à des résultats qui visent l'historicité. Et il n'y a pas d'historicité sans création des conditions pour qu'il y ait la paix. Parce que de toutes les manières, que ce soit le développement, que ce soit la justice, que ce soit tout le reste, tant qu'il n'y a pas la paix, il est impossible d'envisager quoi que ce soit. Et donc le dialogue national inclusif a démontré que les Tchadiens sont capables de tracer un sillon ou des sillons sur le chemin de l'histoire. L'autre élément que je peux retenir, c'est aussi la fusion entre jeunes générations, anciennes générations. Moi, j'ai eu à participer à la conférence nationale souveraine et comme vous l'aurez remarqué, dans ce dialogue-là, j'ai été le plus silencieux possible parce que j'observe. J'ai envie de faire plutôt un livre sur ce dialogue et j'ai pris tout mon temps de suivre ce qui s'est dit pour ressortir les moments forts de notre personnalité en tant que Tchadien. Le dialogue national a été aussi une catharsis parce que les gens se sont exprimés comme ils veulent, dans les commissions, dans les sous-commissions, dans les couloirs, en coulisses. Moi, j'ai beaucoup travaillé en coulisses. Dans les coulisses, on a écouté beaucoup de choses. Et ce sont ces choses-là, je crois, qu'il fallait dire. Ces choses-là ont été dites et c'est une très très bonne chose. Je suis aussi content que le dialogue ait été piloté par quelqu'un, M. Gali Gatangote, qui a de l'expérience, qui est patriote, qui aime le Tchad. Ça n'a pas été facile le premier jour. Et puis après, le train sur les rails a fait son chemin, au point où je vois maintenant sur les réseaux sociaux Gali et le dialogue national manquer à beaucoup d'internautes. L'autre élément sur lequel je voudrais aussi dire, on a vu les femmes. Jusqu'ici, on pensait que les femmes n'étaient pas suffisamment éloquentes du point de vue de l'exposé de ce qu'elles attendent et de ce qu'elles veulent. On a vu de très grandes dames, on a vu de très très beaux débats, on a vu de très belles interventions. Et moi, je crois que les 30-40 prochaines années vont se faire sur la base de tout ça. Je regrette en tant que conseiller du président en réconciliation et dialogue qu'une partie de notre opinion n'ait pas pu participer ou n'ait pas voulu participer, mais je retiens de ce que le président a dit dans son discours que le dialogue est permanent, la réconciliation est permanente et j'espère que on va se retrouver encore, le gouvernement va pouvoir encore travailler sur ce discours-là pour que la main tendue soit toujours tendue afin que le Tchad sorte du cycle de la violence et entre dans un cycle qui serait plus intéressant en termes de son développement durable. Oui, vous dites qu'en ce moment que vous vous regrettez, puisqu'il y a certaines couches de la société qui n'ont pas participé à ces dialogues, les acteurs politiques, la société civile, et de l'autre côté, il y a aussi des murmures de l'opposition armée. Est-ce que ce ne serait pas une crainte? Non, ce n'est pas une crainte. Moi, je crois qu'aujourd'hui, une page est en train de se tourner. D'abord, la page de la violence, elle est en train de se tourner. C'est vrai, nos amis, il faut les nommer, de l'opposition politico-militaire qui n'ont pas signé l'accord de paix de Doha, vont rejoindre l'accord de paix, que ce soit à Doha ou ailleurs. Vous savez, le Tchad est un pays très important pour la communauté internationale et on ne le laissera pas tomber parce que on doit toujours continuer à donner l'impression que nous sommes des gens faits seulement pour faire la guerre. Pour ce qui est des partis politiques, oui, il y a quelques mouvements, quelques associations qui ont refusé
de participer, parce qu'elles ont un certain nombre de doléances qui n'ont pas été prises en compte. Nous sommes dans le domaine donc de la pluralité des idées, mais je crois que si vous regardez un peu la salle, ce qui a été dit dans la salle a été dit de telle sorte que même ceux qui étaient absents n'auraient pas pu dire la même chose. On a assisté à l'achat de conscience, monsieur le docteur. L'achat de conscience, Doba Robert, je sais que vous êtes journaliste, vous êtes habitué à titiller, mais moi, franchement, je ne pense pas qu'il y ait eu achat de conscience. Est-ce qu'on doit acheter la conscience d'un monsieur qui a souffert dans sa peau comme Clément Aboué-Fouta? Il était là. Est-ce qu'on peut acheter la conscience de tous ces partis politiques qui ont participé, qui sont de toutes les obédiences politiques, etc. Est-ce qu'on peut acheter vraiment la conscience des pasteurs et de certains amis de l'Église? Non, je ne pense pas. Naturellement, comme nous sommes habitués à ce genre de méfiance et d'absence de confiance, on pense que même si on fait bien, quelqu'un a dû être acheté. Je crois qu'il faut qu'on sorte de toutes ces suspicions qui ne sont pas de nature à nous laisser avancer. Moi, je ne sais pas, je suis toujours optimiste de nature. Quand on disait que ça va marcher, les gens ont dit « Ah, c'est la mouvance, c'est ceci, c'est là, etc. Encore c'est eux, etc. » C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir refaire. On a parlé d'injustice, donc il faut nécessairement de la justice. On a parlé d'égalité, on a parlé de redistribution équitable, on a parlé de mise en place d'un état de droit, on a parlé de beaucoup de choses. Et peut-être qu'il va falloir maintenant que tout le monde mette la main dans la pâte pour que ces choses-là ne soient pas encore revues 30 ans plus tard. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le président Kebzabo en disant qu'il faut que ce dialogue soit le dernier. N'est-ce pas, qu'on ne revienne pas 30 ans après encore à refaire ce même genre de dialogue. Donc, achat de conscience, honnêtement, je ne pense pas. Parce que j'ai vu des journalistes très indépendants dans la salle. Et ils ont reporté comme cela se doit. J'ai vu plein de télévision, etc., qui ont... moi, je ne sais pas si l'achat de conscience, c'est dire ce qu'on pense. D'accord. 18 mois passés, la transition, nous sommes déjà à la phase 2 de la transition. S'il y a lieu de faire un petit bilan en tant que conseiller du président de la République, quel est donc le bilan que vous tenez à tirer de ce 18 mois passés de la transition? Surtout que c'était pas aussi facile. Le premier bilan de mouvement, des grèves du maire. Oui. Le premier bilan positif que moi je tire, c'est que le président ait respecté sa parole. On n'a pas mordu sur les 18 mois pour finir les choses. La deuxième chose, c'est que le dialogue et les pré-dialogues se sont tenus. Et s'il y a un pré-dialogue qui a été fastidieux, c'est celui qui s'est passé à Doha, et c'est le lieu de remercier nos amis qataris qui ont mis toutes les conditions pour que cela se fasse le mieux possible. Le retour d'un monsieur comme Mohamed Nouri, le retour d'un monsieur comme Tom Erdimi, mon recteur, le retour d'un monsieur comme M. Timan, ou encore de quelqu'un que les jeunes aiment, M. Takilal, de Mamata Silek Halata, qui ont mis plus de 30 ans à l'extérieur, qui ne sont jamais venus chez eux. Certains ont vu même leur mère mourir et qui ont eu l'occasion maintenant de visiter les tombes de leur maman. Moi, je ne pense pas que cela ne soit pas quelque chose à inscrire, du moins, même si ce n'est pas dans les rapports des journalistes, à inscrire dans un livre mémoire qu'il va falloir écrire sur le dialogue. L'autre élément sur les 18 mois, c'est que le président de la République, le maréchal Idriss Déby, était mort tragiquement. Il y a eu, c'est vrai, à Béché, il y a eu Sandana, il y a eu Mangalme, il y a eu ceci, cela, etc. Quelque chose de très regrettable. La mort d'un être humain, qu'il soit 1 ou 2 ou 20, c'est quelque chose de regrettable et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mais la sécurité générale du pays, la stabilité générale du pays a été préservée grâce à nos militaires. C'est aussi quelque chose qu'il va falloir saluer, et c'est le lieu ici de saluer le Conseil militaire de transition et les officiers qui viennent de regagner donc la caserne après avoir fait tête haute leur mission. Moi, je conseille le président en dialogue et réconciliation. Il y a des choses que je n'aime pas, sur lesquelles j'essaie de lui donner mon point de vue. Je suis content de retrouver ces choses dans son discours et de clôture et d'investiture. S'il vous plaît, faisons l'effort
pour sortir des cordes, comme disent les boxeurs, se mettre en plein ring. Et le vrai ring, c'est le ring du développement, c'est le ring du vrai dialogue, c'est le ring de la confiance, etc. etc. Cessons de nous diaboliser. Ça aussi, ça fait partie du dialogue de cette période-là. Et puis une chose a été préservée, c'est quand même la liberté d'expression. La liberté d'expression a été préservée sur les 18 mois. C'est le lieu aussi de féliciter tous les initiateurs des textes qui ont permis l'organisation libre des manifestations démocratiques, parce qu'on ne peut pas imaginer une démocratie, une liberté d'expression sans donner l'occasion aux gens de manifester. C'est vrai, on l'a déjà dit dans votre émission, M. Doba-Robert, il y a des manifestations qui se sont mal terminées, il y a des choses qui n'ont pas été catholiques, mais l'apprentissage, c'est aussi ça. Donc la période a été une période très charnière dans notre histoire, mais s'il y a un point sur lequel je voudrais rassurer les gens, et je voudrais l'écrire, c'est que nous avons préservé la paix. Nous avons préservé la stabilité. Nous avons préservé la sécurité. Et ça, le président l'a dit dans son discours, on n'a pas eu d'incursion dans notre territoire. Les militaires ne sont pas morts suite à ce genre de situation. La population civile, dans le cadre des conflits intercommunautaires, a eu ce genre de situation. Il y a eu quelques dérapages, ainsi de suite, mais globalement, c'est un peu tout ça qu'il faut retenir. Dans son discours d'investiture, il a d'entrée de jeu insisté sur le raffermissement de la démocratie. De quoi fait-il exactement allusion? Pour ceux qui travaillent avec le président, il tient beaucoup à ce que l'héritage démocratique soit préservé. Et l'héritage démocratique, c'est la création des partis. En plein dialogue, en pleine transition, il y a une dizaine de partis qui ont été légalisés. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, l'un des partis les plus en vue a connu sa vraie reconnaissance, même s'il y a un débat juridique, mais ce parti-là a commencé à fonctionner réellement dans la période du dialogue. Le raffermissement de la démocratie passe aussi par la libération des énergies jeunes. Aujourd'hui, les plateformes jeunes où on discute de tout est quelque chose à saluer. C'est vrai, il y a des débordements, mais moi, qui ai vécu dans un pays qui s'appelle l'Union soviétique et qui a disparu, on dit souvent que la maladie infantile du communisme, c'est le gauchisme, c'est ça? Toute liberté qui naît a sa maladie infantile. On ne peut pas empêcher les gens d'être enfants quand ils sont enfants encore, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'idéalisme, n'est-ce pas? Mais ça, c'est inévitable. Et je crois que le président veut que tout cela soit préservé pour que de cette étape-là, on passe à la maturité, n'est-ce pas? Et puis de la maturité à la construction de quelque chose d'encore de très très solide. Donc le raffermissement de la démocratie, c'est tout ça. L'autre élément, il y aura beaucoup d'institutions. Parce que, vous savez, les deux forums ont un peu supprimé un certain nombre d'instruments très importants pour la démocratie. Je prends le cas de la Cour des comptes. Tout en étant économiste, ce sont des sujets qui m'intéressent. N'est-ce pas, la Cour des comptes, on l'a supprimée comme ça, alors que je me rappelle, elle faisait partie des grandes revendications de la conférence nationale souveraine. Certaines choses ont été commises, etc., ainsi de suite. On va revenir sur des instruments sans lesquels il serait difficile d'asseoir une stabilité durable. Ça aussi, ça procède du renforcement donc, de la démocratie, etc., etc. Et puis, quel renforcement de la démocratie sans une alternance? La question, elle a été posée plusieurs fois et elle a trouvé sa solution. Il n'y a pas et il n'y aura jamais de raffermissement de la démocratie sans qu'il y ait alternance. Et l'alternance, elle est même naturelle. Vous avez l'été, vous avez l'hiver, vous avez la saison sèche, vous avez la saison froide, etc., etc. Ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire, cela permet de régénérer le fonctionnement de nos sociétés. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il a parfaitement raison d'insister sur le raffermissement de la démocratie. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris un peu qu'est-ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Le raffermir, c'est donc donner l'expression au peuple pour que les gens qui exercent ce pouvoir l'exercent en son nom
etc. Et quand le peuple est fatigué, ils leur disent bye-bye. N'est-ce pas? Aujourd'hui, le référendum sur la forme de l'État. Moi, dès le départ, j'étais, bon, même au niveau du CODNI, on était pour qu'on passe directement au référendum. Il y a eu des débats. Bon, vous savez, il y a des gens qui aiment faire débattre. Mais il était évident que certaines situations, on ne peut que les trancher en faisant intervenir le souverain. Et le souverain, c'est le peuple. Je suis très content qu'on passe par le référendum pour régler cette situation. Oui, nous allons au référendum avec les deux formes d'État, le fédéralisme et l'État unité décentralisé. Quelle analyse vous faites-vous par rapport à la conception fédérale du point de vue économique, culturel et politique de notre pays? Est-ce que réellement nous sommes prêts pour le fédéralisme? Vous savez, déjà, quand nous parlons de l'État unitaire décentralisé, c'est déjà un premier pas avancé vers le fédéralisme. Aujourd'hui, avec le repli identitaire qui est forcément ancré dans l'esprit de nos populations, est-ce que ce ne serait pas un risque pour nous, peuple tchadien, d'aller vers le fédéralisme? Qui dit fédéralisme aujourd'hui, selon la conception de l'homme de la rue, c'est déjà la scission, la division. Est-ce que ce n'est pas un risque d'aller au fédéralisme? Vous savez, c'est là où des gens comme vous sont utiles pour la société dans le cadre de la sensibilisation des choses. Parce que vous savez, nous avons 80% des gens qui sont analphabètes et qui peuvent tomber sous le charme des discours clivants, n'est-ce pas? Mais fondamentalement, les pays fédéraux sont plus développés que les pays avec cette forme d'organisation. La preuve, c'est que les États-Unis sont plus développés que la France, n'est-ce pas? Et la Suisse ne l'est pas moins, n'est-ce pas? Mais dans votre question, il y a deux questions. Sur le fond, pourquoi est-ce que les gens veulent le fédéralisme? C'est parce qu'il y a une méfiance forte. L'injustice. L'injustice. Oui, la corruption. La corruption. Le népotisme. Le népotisme, etc. etc. Tellement ancré. Ces choses-là sont tellement ancrées que les gens se disent, attends, dans ce cas, chacun va chez soi. Et comme chacun est chez soi, une fois chez soi, il va gérer chez soi avec plus de tranquillité. Chez soi avec un seul chat. Chez soi avec un seul chat. Mais ce chez soi-là, pour un métis de culture comme moi je suis du Wadifira et du Wadaï. Je prends l'exemple parce que le fédéralisme ne concerne pas seulement géographiquement le Tchad, il concerne un peu tout le Tchad. Si on fait fédéral, il y aura des États au sud, au centre, au nord, à l'est, etc. ainsi de suite. Moi qui suis de culture métisse, comme plein de Tchadiens qui sont du Logone occidental et du Logone oriental, qui sont du Logone oriental et de la Tandjilé, comme mon ami François Ndoubaïdi, n'est-ce pas, et des peuples qui sont à cheval sur plusieurs régions, c'est très compliqué. Mais ça, c'est l'explication primitive du fédéralisme. Maintenant, comme l'ont dit si bien des gens dans la salle, si l'État fait de la bonne gouvernance une vertu, si l'injustice criante n'existe pas, si ces décrets qui énervent les Tchadiens, il faut parler clairement, oui. Sont un vieux souvenir. Si on pourra assister à des décrets arc-en-ciel. Si on peut assister à des décrets arc-en-ciel, si les premiers actes que le gouvernement de transition va poser à partir donc de la fin de ce mois, novembre, si on a des indicateurs positifs qui rassurent, c'est comme quelqu'un qui a la fièvre et qui prend de l'aspirine. Ça descend jusqu'à 36. Il faut que les politiciens qui aspirent à être ministres, etc., aident notre pays à avoir une température de 36. Et une température de 36 n'est possible que par des prises de décision qui soient justes, visiblement justes. Il ne faut pas justifier ce qui n'est pas bon. C'est tout. Et le jeune président que nous avons aujourd'hui, il faut l'aider à réussir. Ça, je le dis, je le répète, on doit aider ce monsieur à réussir. On ne peut pas aider quelqu'un à réussir si on crée des problèmes. Il y a des gens qui sont passés spécialistes dans la création des problèmes. Il faudrait qu'on ait des spécialistes dans la création de solutions. Et la vraie solution, ce sont des décrets arc-en-ciel. N'est-ce pas? On t'envoie chez les éleveurs et les agriculteurs qui connaissent un petit problème. Il faut dire la vérité. Moi, je ne cesse de citer Dago Yakuba. Quelqu'un de très correct. Il était gouverneur à Mondou. Je parle sous le contrôle de mes amis du Logone occidental. Il a été à la hauteur de certaines démissions où les éleveurs et les agriculteurs ont eu des problèmes. Quand on voit Dago, selon le phénotype
tchadien, c'est un éleveur, parce que c'est un arabe, etc. Même si c'est un citadin. Parce que maintenant, au Tchad, on est passé de la raison à l'émotion. On voit Doba Robert, on dit c'est un agriculteur. On me voit moi, on dirait que je suis un éleveur. N'est-ce pas? Et dans cette situation-là, quand on vous amène gouverneur à Amdjaras, et que vous donnez raison à un agriculteur ou à un éleveur, très rapidement, etc. Or, Dago a eu cette capacité de donner raison aux agriculteurs quand ils ont raison, et de donner raison aux éleveurs lorsqu'ils ont raison. Donc, très sincèrement, le problème de la forme de l'État est plus dans la question de la gouvernance. Mais vous avez parfaitement raison, la décentralisation, la forte décentralisation, d'ailleurs, les juristes disent que ça n'existe pas, une forte décentralisation. Au Tchad, nous sommes des grands inventeurs en termes de lexique juridique. Maintenant qu'on est pour le fédéralisme ou pour la forte décentralisation, vous avez parfaitement raison, la forte décentralisation est un pas vers la prise en charge des populations par elles-mêmes. Parce que c'est ça ce que les gens cherchent. Les gens ont bloqué des 4 fers les élections locales. À la CNS, il y a 4 niveaux de la décentralisation. On a fait la première, la deuxième, la troisième un peu, et la 4e, on a un peu cafouillé. Or, il faut aller aux élections. Les gens élisent leurs représentants au niveau local, au niveau des villages, au niveau des cantons, au niveau, je ne sais pas moi, des sous-préfectures ou des communes, etc., etc. Et les gens ne sont pas bêtes. Ils vont élire les gens qui les représentent le mieux, qui ont des programmes plus intéressants. Ce n'est pas la peine de décréter des maires. Ce n'est pas la peine de décréter des députés. On décrète un ministre, on décrète un préfet, on décrète, je ne sais pas moi, un gouverneur. Mais tout ce qui est local doit être laissé librement aux populations. Faisons confiance aux populations et on aura quelque chose d'intéressant. Nous sommes dans l'histoire, M. Doba. En 89, il y a eu une assemblée ici sous Hissène Habré. Il a dit, les votes de députés ne me concernent pas. Laissez les gens se faire élire librement. Et au 3e arrondissement, un monsieur qui n'est pas du parti a battu quelqu'un qui est très fort dans le parti. Faisons les choses comme ça. Le chef de l'État, lors de son discours d'investiture, a annoncé des grands projets de développement, par exemple la reprise des chantiers aux arrêts. Pensez-vous qu'il pourra franchement les achever dans les 24 mois? Il va A-t-il d'abord les moyens pour sa politique? Oui, les moyens. Il n'a que 24 mois. Oui, les moyens, écoutez, on les a. On peut les avoir. Vous avez aujourd'hui... le Tchad n'est pas un État paria. Le Tchad a des partenaires et vous avez, on va traverser 1 ou 2 mois difficiles, ne vous faites pas d'illusions. Mais si on fait ce que je viens de dire là, si on convainc notre opinion et l'opinion internationale, les gens ne sont pas des diables. Et puis le Tchad, pour son développement, a besoin de la coopération internationale, etc., etc. Donc, les choses qui doivent être faites sur les 24 mois, la première chose, c'est d'assurer la sécurité. Il faut que la sécurité soit là. Il faut assurer la stabilité. Il faut assurer le fonctionnement régulier des institutions. Il faut que les gens soient payés, n'est-ce pas? Il faudrait aussi qu'avec les partenaires, certaines dettes soient également prises en compte. Et ça, c'est tout à fait dans l'ordre des choses. Moi, je pense que le programme du Premier ministre qui va un peu traduire le discours du président dans la réalité ne sera pas un programme, on ne va pas aller au cosmos. On ne va pas faire un discours dans le genre, on va finir avec l'insuffisance alimentaire. On dira des choses qui sont réelles. Et ça aussi, maintenant, les jeunes et les moins jeunes sont très au courant de ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas la peine de faire des discours lénifiants qui sont difficiles à tenir. Ça, il faut le faire le jour où on se met à faire la campagne. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, sur les 24 mois, il y a des choses prioritaires. Et dans la priorité, il y a la sécurité, il y a la stabilité, il y a le fonctionnement régulier des institutions, il y a le salaire, etc., etc. Et renouer là où les choses se sont arrêtées, continuer le dialogue
faire en sorte que les associations de la société civile, les partis politiques, les mouvements politico-militaires qui sont encore dans la logique de la violence puissent regagner le processus. Et ça, c'est faisable. Ça, c'est faisable parce que personne ne croyait qu'on allait rester 5 mois à Doha. On était parti, je vous confie quelque chose. Quand on partait, c'était pour 15 jours. Et puis après, on a fait 1 mois. On a fait 45 jours. Et puis après, on a laissé Dieu faire les choses. Et après 5 mois, on a quand même réussi à signer avec des gens qui, quand même, ont réussi à descendre jusqu'en N'Djamena. Ça, les gens, il faut pas oublier ça. Oui, tout est possible pour cette deuxième phase de la transition, comme vous le dites, que Mohamed Idriss Déby nous puisse mettre le pays sur les rails du développement. Mais déjà... Sur le rail de la grande stabilité. Sur le rail de la grande stabilité. Mais déjà, Mohamed Idriss Déby nous entame cette deuxième phase de transition avec des grèves. Il a dit qu'il faut laisser le processus démocratique s'intensifier, s'approfondir. Il n'y a pas de liberté sans... Les hôpitaux sont fermés, docteur? Pardon? Les hôpitaux? Les hôpitaux sont fermés, les écoles ne sont pas encore tout à fait ouvertes, les syndicats ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires sociaux. On va se retrouver et on va trouver très rapidement, M. Doba Robert, une solution. Un brillant économiste parmi les jeunes a fait une très belle analyse. J'ai lu ça avec beaucoup d'attention. Effectivement, il y aura beaucoup de charges. Ça va gonfler un peu le budget. Mais, vous savez, on a de très bons cadres au Tchad. Je vous assure, quand vous allez au ministère des Finances, il y a des perles. On les met à table, on leur dit, écoutez les gars, qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis si c'est possible de satisfaire les syndicats, c'est bon. Dans le cas contraire, on s'explique, on se donne des engagements, on fait on fait l'état des situations. Et puis, c'est notre pays après tout. Le mieux serait de faire en sorte que les 24 mois soient tranquilles. Mais ce ne sera pas un fleuve tranquille, comme l'a dit le chef de l'État dans son discours. Mais les fleuves tranquilles, ou pas tranquilles, finissent toujours par aboutir à leur confluent. Il parle encore de l'accès de l'eau potable à toute la population, y compris l'énergie. Oui. Que dites-vous à ce sujet? Je suis un citoyen comme vous et comme tout le monde. Je prie Dieu et je demande à M. le Président de mettre l'accent sur cette partie de ses promesses. Il faudrait que d'ici janvier, cette histoire de... Moi, je continue d'appeler ça ST2E. Parce que, vous savez, quand on est d'une certaine génération, on ne change pas vite. Maintenant, les jeunes disent SNE, STE, etc. Bon, pour moi, c'est la ST2E. Hein. Que cette histoire de ST2E, Coran Diabo, pas Coran Chalo, on arrête quand même, parce que ça ne fait pas du tout bien. Le problème, ce n'est pas seulement le Coran. L'eau aussi. L'eau aussi, n'est-ce pas? Oui. Mais on peut aussi manger dans l'obscurité. Ah ben, de temps en temps, quand vous mangez dans l'obscurité, vous n'avez pas le bon morceau de la viande. Le vital n'est pas assuré, docteur. Hein? Si nous parlons de grève, aujourd'hui, il n'y a pas eu, dans son discours, il n'a pas annoncé l'augmentation des salaires. C'est ce que la population attendait. L'augmentation des salaires ne s'annonce pas dans un discours de clôture ou d'investiture. L'augmentation des salaires... C'est un engagement qu'il prend. L'augmentation des salaires s'annonce dans un discours de politique générale du Premier ministre. Et puis par rapport à l'électricité, bon, ce n'est pas pour dire que nous avons raison d'avoir les délestages, mais on a vu il y a 2 jours un drame au Bénin. Il y a une coupure et 4 personnes sont mortes. Même le jour de la clôture du dialogue, il y avait eu cette coupure? Oui, même le jour de l'indépendance. Le jour de l'indépendance, quand Malraux lisait son discours, il l'a lu sous la lumière d'une lampe torche. C'est cette malédiction-là qui nous poursuit? Je ne pense pas que ce soit une malédiction. Je crois qu'on va bientôt sortir de la malédiction. Comme d'autres pays en sont sortis, nous allons en sortir d'abord. Nous allons en sortir. Oui. Et janvier, que Dieu fasse en sorte que janvier, on finit janvier sans délestage, on finit février sans délestage, et on va oublier le mot délestage, on va passer à autre chose. Il faut qu'on passe à autre chose. Oui, dans son discours d'investiture, en parlant de la politique nationale de la jeunesse, il a particulièrement mis l'accent sur la promotion et l'emploi des jeunes. Comment vous avez accueilli cette nouvelle en tant que son conseiller? J'ai très bien accueilli cette nouvelle, mais je ne voudrais pas que les gens mentent aux gens. Quand j'entends certains messieurs parler de 1 million d'emplois, c'est pas vrai. Moi, je suis économiste, j'enseigne la macroéconomie. L'économie, elle ne ment pas, n'est-ce pas? Mais on peut créer
ces emplois-là en dehors de l'État, ou en demandant à ce que l'État favorise la création. Il faut mettre le privé, le secteur privé dans la dynamique de la création de l'emploi. Et j'ai suivi un jeune opérateur économique très brillant qui a déploré l'absence des opérateurs économiques et du secteur privé au CNT. Si vous vous rappelez, on n'a pas donné au secteur privé une place au CNT. Or, si vous voulez créer la promotion de la jeunesse, vous devez nécessairement faire en sorte que le secteur privé soit adoubé. Et l'adoubement du secteur privé passe par plein de petites choses comme ça. La réduction d'un certain nombre de choses au niveau de la fiscalité, la création de conditions pour que les gens puissent opérer, etc., ainsi de suite. Les crédits doivent être plus accessibles, ainsi de suite. Il y a une gamme de choses qu'il va falloir mettre en place. Et moi, je crois, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, on a une population très jeune et elle augmente de jour en jour. Et chaque jour, il y a des diplômés sur le marché de l'emploi. Tout se combine, mais l'État ne peut pas tout prendre. N'est-ce pas? Déjà, la masse salariale, elle est assez grande, hein, n'est-ce pas? On a aussi beaucoup de choses à faire dans le domaine de la démilitarisation et de la réinsertion en passant par le désarmement. Donc, c'est le lieu indiqué de demander au Premier ministre, quand même, qui est la personne la mieux indiquée pour traduire dans les faits le discours du chef de l'État, de mettre l'accent sur le secteur privé. Et sur les 24 mois, là, on peut le faire aussi. Ça, c'est des choses qu'on peut faire dans le court terme. Vous savez, 24 mois, ça fait un mid-term, comme on dit en anglais, aux États-Unis. Il y aura bientôt les élections du mid-term aux États-Unis. Un président américain qui fait 2 ans, elle doit déjà convaincre, n'est-ce pas? Donc, dès le premier jour, 2 octobre, novembre, décembre, ce genre de questions-là, il faut les mettre dans le pipe. Et ça éviterait, parce que mon vœu le plus absolu est qu'après 24 mois, on se retrouve avec vous, M. Doba Robert, et vous me dites, monsieur le conseiller, on a réalisé au moins 75%. Mais il ne faudrait pas que je vienne encore vous dire, on a besoin d'une autre transition pour réaliser le reste. Non, qu'on réalise le maximum possible, et je l'ai dit, comme il l'a dit lui-même, le président dans son discours, c'est possible, c'est faisable. À cœur vaillant, rien d'impossible. Oui, à cœur voyant rien d'impossible, peut-être un dernier mot. Il dit ici que engageons-nous dans la voie du développement socio-économique de notre pays. Alors, quelle analyse faites-vous par rapport à ces slogans? J'aime bien ces slogans parce que, vous savez, depuis que je suis au mécanisme africain d'évaluation par le père, et depuis que j'ai commencé la vie publique, je voyage beaucoup, n'est-ce pas? Avant, quand on va aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, on veut que le Tchad devienne comme ce pays-là. Parce qu'en Afrique, dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup de pays qui convainquaient les gens. Aujourd'hui, quand on va à Dakar, quand on va à Kigali, quand on va à Gaborone, quand on va à Abuja, où tous les projets du président Sisi, au Caire, quand on voit tout ça, on se dit, mais les Africains sont capables de faire beaucoup de choses, eux-mêmes. Mais quand vous allez au Maroc, n'est-ce pas, des villes comme Marrakech ou comme Rabat, n'est-ce pas, ou en Algérie, n'est-ce pas, et des pays africains, je prendrai le cas du Niger tout à côté. Donc, le développement est possible, et pour que le développement soit possible, il faut qu'il soit une déclaration forte du chef de l'exécutif, n'est-ce pas? Je voudrais que les gens, que les ministres, que toutes les personnes qui sont chargées vraiment de faire en sorte que le développement soit une réalité, soient sensibles à certains désordres de bas, Robert. Nous aimons tous nous promener dans les rues de Kigali. Et nous aimerions aussi tous nous promener dans des belles rues au Tchad. Aujourd'hui, quand vous allez dans quand vous voyez certains projets, moi je suis très content quand je vois un peu certains gros immeubles, votre télé, le trésor, etc., ainsi de suite, toute cette harmonie architecturale autour donc de N'Djamena, la cathédrale qui vient de finir, etc., ainsi de suite. Toutes les villes modernes, c'est comme ça. Maintenant, il va falloir aller
à des habitats à loyer modéré pour les cadres. C'est possible parce qu'on a essayé à Toukra, on a essayé ainsi de suite. Donc le développement socio-économique dont il parle, et le développement socio-économique, c'est quelque chose de réel. C'est quoi aussi le développement socio-économique? C'est l'augmentation de l'indicateur de développement humain. Le Tchadien aujourd'hui, il consomme le moins d'eau possible dans la planète, il est le moins soigné, il est le ceci, cela, etc. Il faut qu'en termes d'indicateur de développement humain, le Tchadien ne soit pas le dernier ou l'avant-dernier. Parce que, vous ne savez pas, moi je ne sais pas, mais bon, je fais partie des gens, quand je vois que le Tchad est parmi les derniers, ça me fait énormément mal. N'est-ce pas? Ça me fait énormément mal. Il y a des gens qui, quand on est les derniers, ont envie de quitter. Nous autres là, non, on ne quitte pas parce que il faut rester, changer de l'intérieur plutôt que de quitter, aller rester ailleurs et croire que ce qui est ailleurs est bon. Docteur Ali Abdelrahman Hagar, nous tenons vivement à vous remercier d'être passé ici pour faire un décryptage sur le discours du président de la République au chef de l'État à l'occasion de son investiture à la tête de la magistrature suprême. Merci. Merci, M. Dabarouber. Nous venons de recevoir sur ce plateau Dr Ali Abdelrahman Hagar, conseiller à la réconciliation nationale du président de la République. Il était question au cours de cet entretien du décryptage du discours du président de la République lors de son investiture à la magistrature suprême. Merci, au revoir.